Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, présentent La guerre du Pacifique, tome 2, 1943-1945, de Nicolas Bernard, lu par André Nerman. Troisième partie. Entre l'enclume chinoise et le marteau du Pacifique. Chapitre 8. La Chine ne tiendra pas. La Chine constitue le bras oriental de la reconquête américaine et l'US Navy son bras occidental. Cet étau écrasera la puissance japonaise, notamment grâce aux bombardiers B-29 qu'il est question d'acheminer aussi bien sur le territoire chinois que dans les îles du Pacifique central. Au-delà de ces considérations stratégiques, la Chine incarne de nouveau la terre promise pour l'Amérique, qui attend d'y écouler ses marchandises et espère en faire un gendarme à l'échelle du continent asiatique. La Chine, des Chines. Comme le notera un expert américain, Thomas Bisson, le 14 juillet 1943, deux Chines ont émergé. Chacune a son propre gouvernement, ses propres forces armées, son propre territoire. L'une est généralement appelée la Chine du Kuomintang et l'autre la Chine communiste. Pour être plus descriptif, il vaudrait mieux parler de Chine féodale et de Chine démocratique. Ces termes décrivent mieux les réalités telles qu'elles existent aujourd'hui, la véritable différence institutionnelle entre les deux Chines. Malgré ces raccourcis, Bisson oublie la troisième Chine, celle des collaborateurs. Cette formule témoigne d'un état de fait. La Chine en guerre est lourde d'une guerre civile, ce qui handicape sa combativité et obère son avenir. Les trois Chines. La Chine nationaliste, théoriquement encadrée par le Kuomintang, semble à la dérive. Son chef, le généralissime Chiang Kai-shek, s'acharne à colmater les brèches qui se creusent dans un navire que, désormais, il dirige manifestement à vue, mais qui pourrait bien sombrer avant d'arriver à bon port. L'homme, à Chongqing, n'échappe pas à la critique. Par ascétisme de principe et pour tenter de donner l'exemple, il y mène une vie frugale, non sans résider dans plusieurs résidences de luxe. C'est surtout à son épouse, Mei Ling, que la rumeur s'attaque. Trop matérialiste, trop dépensière, trop décadente. On l'a dit si coquette qu'elle ferait venir de l'étranger, à grands frais en ces temps de privation, des crèmes de beauté et autres aliments rares. L'accusation n'est pas entièrement fausse, mais néglige l'essentiel, car Mei Ling n'a rien d'une Marie-Antoinette de caricature. Comme son mari, c'est une politicienne chevronnée, jouant de ses charmes, indéniables, pour séduire alliés comme adversaires. Parlant couramment l'anglais, elle est devenue la porte-parole du régime nationaliste à l'étranger. Nombre de dirigeants et autres faiseurs d'opinion occidentaux seront littéralement captivés par cette Madame Chiang, alliant l'intelligence la plus vive à la séduction la plus exotique, capable de devenir le centre de gravité d'une conférence interalliée par sa seule présence. Mei Ling a intérêt de ne rien négliger pour sa santé et son apparence dans un monde régi par le patriarcat. Au reste, qu'a-t-elle d'autre à offrir ? Leur pays est au bord du gouffre. Pressuré depuis 1937, le vivier humain s'épuise d'année en année. Après avoir enrégimenté près de 2 millions d'hommes en 1939 et autant en 1940, le gouvernement n'en recrute depuis guère plus de 1,6 million par an. Encore ne parle-t-on ici que des Chinois mobilisés, et non de ceux effectivement affectés dans l'armée.
L'année dernière, fulmine le général américain Stilwell dans son journal à la date du 21 juin 1943, 56% des recrues ont atteint leur unité. Les autres sont mortes ou ont déserté en chemin. Sans parler des seigneurs de la guerre et autres potentats locaux qui prélèvent leurs tribus. En visite dans le pays en 1942, la journaliste Eve Curie s'émeut devant ces soldats loqueteux que nous croisons sur la route. Ces hommes vêtus d'uniformes qui ont perdu forme et couleur, qui semblent beaucoup plus à plaindre que les fonctionnaires, les commerçants, les propriétaires et les intellectuels. Et pour cause, car l'essoufflement s'étend à l'économie de guerre. Cette dernière est étranglée par l'insuffisance d'équipements et d'infrastructures, laquelle a entraîné une pénurie de ressources allant à s'aggravant. En conséquence, la production patine. Selon une étude américaine conduite à la fin de la guerre, la Chine nationaliste serait parvenue à fabriquer, de mars 1941 à juin 1945, 273 000 fusils, 44 000 mitraillettes et mitrailleuses, 10 000 mortiers, 16 millions de grenades, 610 millions de munitions de tout calibre. Résultat bien médiocre si on les compare à ceux de l'industrie japonaise sur la même période. 3 millions de fusils, 8 000 pistolets, 423 000 mitraillettes et mitrailleuses, 5 700 mortiers. Pour se munir de chars, d'avions, de navires, les Chinois préfèrent recourir à la technologie étrangère, mais l'aide extérieure, on le verra, restera dramatiquement insuffisante jusqu'en 1944. Un peuple de paysans et de négociants se bat, les mains nues, contre l'agresseur le plus puissamment armé de tout l'Orient, résume Eve Curie. Sur le plan financier, l'excès de dépenses publiques conjugué au rétrécissement des revenus suscite une inflation galopante, si bien que les prix sont multipliés par 500 de 1937 à 1944. La monnaie est à ce point dépréciée qu'elle perd pratiquement toute valeur au profit du dollar ou du troc. De quoi accentuer la grogne sociale, aggraver la corruption, en un mot, discréditer le régime. L'ennui avec la Chine, remarque un conseiller américain, ce n'est pas que le généralissime ne comprenne rien à l'économie, mais que son ministre des Finances n'y comprenne rien non plus. C'est noircir le portrait. En vérité, le gouvernement nationaliste n'a pas ménagé ses efforts pour maintenir à flot le pays. L'économie a été considérablement centralisée. Le régime s'est même doté d'un comité de mobilisation nationale en 1942, de manière à atténuer les effets pervers d'une bureaucratie tentaculaire. Mais ni les belles paroles, ni l'accumulation de décrets, ni la mise sur pied d'organismes au titre ronflant ne sauraient balayer les principautés féodales enrichies par des décennies de déstabilisation politique. L'effort industriel chinois, à son apogée en 1943, n'atteindra que 12% de sa production d'avant-guerre. Tout au plus, l'État parvient-il à limiter les dégâts. Il échappe à la banqueroute, renforce le système bancaire, prévient l'emballement des marchés financiers, améliore les communications et le ravitaillement. Par ailleurs, la disette menace. Peu désireux de se brouiller avec la paysannerie, les nationalistes ont évité, lors des premières années du conflit, de l'écraser d'impôts et de réquisitions, si bien que la production agricole n'a pas été extrêmement mauvaise jusqu'en 1941. Mais du fait des conquêtes japonaises, non seulement d'autres régions fertiles, telles que le Hubei, ont échappé au Kuomintang, mais encore la Chine a-t-elle été davantage isolée du monde extérieur, tant sur sa façade maritime que sur son flanc méridional, à savoir l'Indochine et la Birmanie. Le régime nationaliste en est réduit à exploiter ces dernières terres, déjà sollicitées à l'extrême, épuisant aussi bien les sols que les agriculteurs eux-mêmes. Eve Curie note que les paysans vivent dans la misère. La plupart ne possèdent que des dettes qui, me dit-on, les tiennent prisonniers pour des années, les lient jusqu'à 60 ans d'avance. Les lois féodales qui régissent l'exploitation de la terre chinoise ont été un peu adoucies par le gouvernement actuel, mais le régime n'a jamais été radicalement transformé. Les paysans restent donc à la merci de hobereaux corrompus qui cumulent les professions de fonctionnaires, de propriétaires fonciers et de prêteurs sur gage.
Théoriquement, les paysans ne sont tenus de délivrer que 8% de leur récolte à l'État pour payer l'impôt. En pratique, ils en cèdent le tiers, voire la moitié. Des témoignages tout à fait fiables prouvent que la réquisition du blé pour les troupes dépasse leurs besoins réels, relate un diplomate américain en 1942. De sorte que la Chine nationale est à la merci des conditions climatiques. Serait-elle mauvaise qu'une famine s'ensuivrait ? Et effectivement, on y reviendra, la région du Hunan est frappée par ce fléau en 1943. La gravité de la situation est d'autant moins niable que les territoires nationalistes sont bondés de réfugiés, de 20 à 100 millions selon les chercheurs. Ayant tout perdu, gonflant la population des villes d'accueil, réinstallés dans les campagnes, ils s'efforcent de survivre au jour le jour, beaucoup d'entre eux ayant été séparés d'êtres chers. En définitive, le régime nationaliste s'apparente à un syndic de faillite. Le pays est épuisé, et son gouvernement, malgré ses efforts, n'exorcise aucun de ses démons, bureaucratie, féodalité, corruption. Les fonctionnaires ne sont pas épargnés, comme le constateront moult observateurs étrangers, dont Jacques Guillermaz. Misérablement payés, surtout en rations de riz, ils vivaient dans des maisons à demi dévastées, soit en solitaire, soit en concubinage, les épouses légitimes et les enfants étant demeurés en zone occupée ou s'étant retirés en des villes ou villages moins exposés. La pauvreté des agents du gouvernement a atteint un niveau incroyable, se lamente le généralissime dans son journal, le 11 avril 1943. Faute de pouvoir élever leur famille, beaucoup d'entre eux laissent leurs femmes avorter. Quelle misère, je ne peux le supporter. Amertume et espoir d'un peuple en guerre et de son gouvernement. La dépression est également politique. Par la faute des Japonais, Chiang est acculé dans des territoires de longue date rétifs à obéir au pouvoir central. Il y manque l'ossature d'un État fort, la structure d'une administration rigoureuse. Le régime est contraint de négocier constamment avec les seigneurs de la guerre. Ainsi, le leader chinois doit composer avec une instabilité politique chronique qui curieusement échappera à bien des observateurs, américains notamment, alors qu'elle constitue un paramètre essentiel des décisions qui seront les siennes pour la période qui nous intéresse. Quand il peut, le régime pratique la coercition. La censure a été alourdie en 1938. Il est interdit de critiquer le Kuomintang, le gouvernement, le généralissime. La police politique, le Juntong, bureau militaire d'enquête et des statistiques, fait régner l'ordre à Chongqing, traque les communistes, infiltre des agents en Chine occupée, voire dans le monde entier. Son chef, Tai Li, suit Chiang comme son ombre depuis ses débuts en politique et l'a aidé à défaire bien des carrières sur sa route vers le pouvoir. Certains occidentaux le comparent parfois à Himmler. Les services de renseignement américains le jugent très compétent, un chic type. Cependant, le régime tolère par endroits une très relative liberté de ton, ce qui permet au courant artistique chinois de refléter les vicissitudes de l'époque. Ainsi, la littérature, bien avant 1937, promeut la résistance contre l'envahisseur japonais et les traîtres qui le servent. Mais plusieurs écrivains n'hésitent pas à critiquer, à mots plus ou moins couverts, le Kuomintang pour son archaïsme, sa corruption, son incompétence. À l'amertume politique se mêle une perte de repères, la vie se confondant avec la survie. Pourtant le peuple tient. Par haine de l'adversaire, tout d'abord. Non seulement ce dernier a-t-il envahi le territoire national, mais encore a-t-il en abondance versé le sang de ses habitants. Par habitude des privations également. Jouent aussi, comme ailleurs, certaines attentes dans l'avenir, de nature et de degrés variables. Notre peuple va vers un avenir de sueur et de sang, affirme un cadre du régime à la journaliste Ève Curie. Mais pas de larmes. Nous ne voulons pas pleurer, nous voulons travailler. Espoir d'un renouveau de la fierté nationale, la Chine redevenant une grande puissance. Espoir d'ordre par l'amélioration des rouages de l'État.
espoir d'amélioration des conditions de vie après la victoire, protection sociale, égalité des sexes, démocratie participative. Chiang Kai-shek tient compte de la plupart de ces déceptions et aspirations. En 1943, il publie le texte sacré du nationalisme chinois, Destin de la Chine. Dans cet ouvrage, il trouve le mot juste, reconstruction. Reconstruction nationale. La Chine, affirme-t-il, a été trop longtemps humiliée. Si longtemps qu'à présent sa survie est en jeu. Mais la victoire à venir la hissera de nouveau au statut de grande puissance. Reconstruction étatique, économique, sociale et morale. L'État sera consolidé, ce qui restaurera la prospérité à l'intérieur des frontières et dopera le commerce extérieur. La société se réunifiera, connaîtra un renouveau d'intégrité morale marqué par l'idéal confucianiste. Le régime nationaliste, sur ce dernier point, attend énormément des femmes. Gardiennes du foyer, elles veilleront à éduquer correctement les enfants, à leur inculquer une solide hygiène de vie pour en faire de parfaits citoyens qui, adultes, participeront à l'ascension de leur pays. Dans l'immédiat, il y a loin de la coupe aux lèvres. Militairement décimé, économiquement essoufflé, politiquement fragilisé, le régime de Chiang Kai-shek n'en tient pas moins debout parce que les Japonais n'ont pas les moyens d'aller plus loin. Mais ils se contentent de survivre. Pire encore, du moins à ses yeux, les coups de poignard japonais l'ont empêché d'achever ses ennemis mortels, les communistes, lesquels, malgré l'épreuve de la guerre étrangère, ont connu un second souffle. L'ascension des communistes. À dire vrai, l'invasion de la Chine par le Japon profite surtout aux communistes chinois. Au début de la guerre, le front uni qui les rassemble avec Chiang Kai-shek les préserve d'une extermination immédiate après les grandes saignées des 10 dernières années. Et la lutte contre l'agresseur nippon les drape de légitimité patriotique. Les épreuves du PCC ont permis à une personnalité de sortir du lot, celle de Mao Tse-tung. Autodidacte davantage qu'intellectuel, même s'il se pique de doctrine et de poésie, Mao a tâté du journalisme avant de basculer dans la rébellion ouverte au cours des années 1920. Comme Chiang Kai-shek, il a été choqué par la pauvreté des masses et le déclin de la Chine face aux grandes puissances étrangères. Séduit par le romantisme révolutionnaire, il a rejoint le Parti communiste, mais a compris avant la majorité des camarades qu'ici, en Chine, la révolution serait portée par la paysannerie davantage que par la classe ouvrière. Peu à peu, à force de patience, de résolution, de chance aussi, Mao a éliminé, politiquement ou physiquement, la plupart de ses concurrents, au point même de s'imposer aux communistes directement mandatés par Moscou. En théorie, il applique alors les préceptes de Lénine selon lesquels le Parti communiste est le cerveau de la révolution, ce qui justifie son monopole de l'exercice politique et son infaillibilité. En pratique, il s'octroie quelques privilèges qui ne lui sont guère disputés. À Yan'an, la nouvelle capitale du communisme chinois, une ville chinoise plutôt ordinaire, dans un coin perdu du Shanxi, dira Thomas Bisson qui la visitera en 1937, il occupe les résidences les plus confortables et à partir de 1938 réquisitionne pour son usage personnel le seul véhicule de la ville, une camionnette de marque Chevrolet. Paradoxalement, l'invasion japonaise le sert. Chiang, après avoir cherché à exterminer les communistes, se voit contraint de mobiliser toutes ses forces vives dans la guerre étrangère, quitte à établir avec les communistes un front uni. Or, le Parti communiste en tire une nouvelle légitimité. Il consacre son statut de résistant à l'envahisseur et revient sur l'échiquier politique chinois après des années de répression. Enfin, les Japonais concentrent alors le gros de leurs troupes contre les nationalistes et les communistes se gardent bien de les en empêcher, sans doute par prudence devant la puissance de feu adverse, davantage que par opportunisme. Si bien que, plusieurs années durant, l'armée rouge chinoise panse ses plaies. Le front uni, bien entendu, est lourd d'arrière-pensée. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur,
Chiang veut s'en servir pour neutraliser les communistes, soit pour en prendre le contrôle, soit pour encourager chez eux les dissensions intérieures. Et précisément, les Rouges ne cessent de s'interroger. Ceux que l'on appelle les internationalistes du parti, soutenus par Moscou, appuient le front uni, tandis que Mao et quelques autres continuent de se méfier de cet allié qui, il n'y a pas si longtemps, voulait les supprimer et qu'ils suspectent de coupable complaisance envers Tokyo. Du reste, des altercations entre communistes et nationalistes prennent la forme de véritables batailles rangées. 11 000 soldats nationalistes mis hors de combat, dont 2 généraux tués, à Wangkia en octobre 1940. 7 000 communistes tués ou capturés à Maolin en janvier 1941. À plusieurs reprises, Mao envisage de rompre avec Chiang, voire songe à une offensive préventive, à quoi Staline s'y oppose constamment, car ce serait faire le jeu du Japon. Au vrai, aucune des parties n'a d'intérêt à la rupture. C'est que, rappelons-le, la guerre contre les Japonais continue. La direction du PCC se divise sur la stratégie à adopter. Mao préfère alterner temporisation et guérilla pour épargner le bras armé du parti, alors que d'autres dirigeants tels que Chou Enlai, Shu Te, Peng Ti-Huai préconisent une guerre à outrance. Cette dernière option l'emporte en juillet 1940 et donne lieu, le mois suivant, à ce que la légende communiste appellera la bataille des 100 régiments. 104 en réalité. 200 000 rouges s'attaquent au centre névralgique de l'armée japonaise dans le nord de la Chine. Lignes de chemin de fer, routes, mines, usines et autres installations. Il ne s'agit pas seulement d'actions ponctuelles, mais de véritables attaques en règle impliquant de larges effectifs sur les secteurs d'assaut. Surpris, les Japonais lâchent initialement prise avant de contre-attaquer grâce à des renforts venus de la Mandchourie, quitte à répandre sur les guérilleros des gaz toxiques à une 30aine de reprises. Militairement, l'affaire est coûteuse pour les communistes. Ils ont perdu de 18 000 à 22 000 tués et blessés, alors que les pertes adverses, fixées à 38 000 hommes pour le parti, n'auraient pas dépassé 3 000 à 4 000 tués et blessés. Mais sur le plan médiatique, l'opération est un triomphe. De Chongqing, Chou Enlai informe Mao que l'opération a produit un effet énorme. Même la presse nationaliste est bien forcée d'admettre que l'armée rouge a asséné à l'ennemi un coup mortel aux rumeurs que fait courir l'ennemi, selon lesquelles nous sommes divisés et plongés dans des luttes intestines. Les communistes gagnent en popularité, y compris dans les rangs nationalistes. À l'inverse du Kuomintang, ils ont la réputation de se battre, et bien, contre l'envahisseur. Depuis plusieurs années, en fait, des milliers de Chinois, du moins surtout les intellectuels, prennent le chemin de leur capitale, Yan'an. L'endroit incarne une terre de promesses, loin de l'incurie nationaliste de la terreur japonaise, le centre d'un monde de lumière, pour citer Theodore White. Rançon du succès, les Rouges ont désormais attiré l'attention soutenue des Japonais, lesquels fomentent de puissantes expéditions punitives restées dans l'histoire sous le terme de « campagne des trois tout tuer, tout brûler, tout détruire ». Des villages entiers sont exterminés, ou du moins incendiés. Certaines estimations fixent à 2,7 millions le nombre de Chinois massacrés dans le cadre de cette politique de 1942 à 1945. Parfois, le bourreau a recours aux inondations. Au printemps 1942, les Japonais détruiront 128 digues dans le Hubei, ce qui conduira à la submersion de 6 752 villages et à la destruction de 168 900 habitations. Les occupants ne répugnent pas à recourir au gaz toxique. 192 personnes seront gazées dans une cave abritant un hôpital de campagne en 1942. Près de 800 autres connaîtront le même sort après avoir été parqués dans un tunnel à Dixian, Hebei, la même année. La répression perpétue la guerre civile. Les zones où se répand l'armée japonaise voient revenir plusieurs grands propriétaires fonciers chassés de leurs terres par la réforme agraire et qui se vengent sur leurs successeurs. Les unités composées de collaborateurs chinois ne sont pas en reste.
L'une d'entre elles gaze 46 villageois dans une école. Purifier le parti. Violence et terreur portent leurs fruits. De 1941 à 1942, les communistes ne contrôlent plus que 25 millions d'habitants et leurs forces, qui perdent dans le même laps de temps 64 000 tués, sont réduites à des activités de guérilla. C'est dans ce contexte où l'espoir se mêle de crainte que Mao prend les devants et décide de purifier le parti pour poser les bases d'une nouvelle société et écarter ses rivaux. Une vaste campagne de rectification est lancée le 1er février 1942, destinée à purger les cadres et à introduire un culte de la personnalité au profit de Mao. Dans cette ambiance de rééducation hystérique et sectaire, on sonne la chasse aux traîtres, aux espions, aux contre-révolutionnaires, aux dérives trotskistes, droitières, pro-japonaises, ou même, en ces temps de front uni, pro-Kuomintang, quitte à ériger les premiers camps de redressement par le travail, Laogaïdoui. Les arts sont également repris en main au profit de l'insipide réalisme socialiste. Même les représentants soviétiques en viennent à être progressivement isolés. Staline s'en préoccupe en 1943. Que signifie ce traitement infligé à ses agents? Que cachent ces déclarations hostiles au Kuomintang? De son côté, Chiang Kai-shek croit avoir vu juste. Le Parti communiste se désagrège, comme dans les années 1920, et il suffira de creuser les lézardes pour le faire s'écrouler. Conscient que les choses sont allées trop loin, tant vis-à-vis de la base qu'envers le Kremlin, Mao se fait rassurant, condamne vaguement la torture, flatte les représentants soviétiques. Il va même jusqu'à présenter ses excuses en avril 1944 aux dirigeants du parti, tout en se déchargeant sur d'autres. Cette apparente contrition ne saurait dissimuler l'essentiel. Mao n'est plus contesté au sein du parti. Il en est devenu définitivement le grand timonier, le chef absolu. Ce succès est d'autant plus éclatant qu'il donne l'impression, à l'époque, d'être mérité. Les communistes sont parvenus à s'attirer le soutien des paysans, à qui ils promettent protection et réforme agraire. Au printemps 1944, ils ont considérablement étoffé leurs effectifs. À partir d'une base populaire de 80 millions d'âmes, le parti recense 900 000 membres, les forces militaires 470 000 soldats et 2 270 000 miliciens. Cette réussite doit beaucoup aux profits engrangés par le trafic de l'opium, sans qui, selon Mao, les siens n'auraient pu surmonter la crise, sachant que nationalistes et japonais, tout en combattant officiellement ce commerce, le tolèrent et l'exploitent en maints endroits. Il y a certes lieu de relativiser. D'après le général Okamura, les communistes n'auront mis hors de combat pour la totalité de la guerre que 50 000 soldats japonais. 10 fois moins que n'en prétendront les rouges. Sur le terrain, les performances militaires du PCC sont inégales, la faute à une structure moins centralisée, moins hiérarchisée et plus désordonnée qu'on ne croit, ce qui laisse la part belle aux forces locales, mine leur coordination et augmente les risques d'erreur. Cependant, les officiers japonais se verront contraints de reconnaître en 1944 que, par leur propagande, leur organisation, leur habileté politique, leur progrès tactique aussi, les communistes chinois ont repoussé les limites de la guérilla paysanne, si bien qu'il faut renoncer à les anéantir. Le PCC est parvenu à fusionner guerre de libération et lutte des classes. Il mobilise le peuple contre l'agresseur étranger, mais s'efforce de rallier à lui quantité de camarades japonais, ce qui l'amène à recommander de bien traiter les prisonniers impériaux, de manière à en faciliter la rééducation. Le phénix communiste, moribond en 1935, laminé en 1942, renaît encore de ses cendres. Mao, déjà, en déduit abusivement ce qui sera l'alpha et l'oméga de sa pensée politique, à l'origine des délires meurtriers que seront le grand bond en avant et la révolution culturelle. Les masses peuvent réaliser l'impossible par leur seule volonté.
le grand frère soviétique entre ingérence et neutralisme. Mao n'est pas un banal seigneur de la guerre maîtrisant quelques rudiments de marxisme. Il initie une voie chinoise au socialisme, mêlant indistinctement Marx, Confucius, Clausewitz et tant d'autres au sein d'une idéologie utopiste et égalitariste. Staline lui-même n'ose guère s'opposer à lui. Son emprise sur le Parti communiste chinois est trop forte, sans être absolue, et sa détermination à combattre les Japonais ne peut que servir les intérêts de l'Union soviétique. Pour l'heure, le grand timonier n'a ni l'envie ni les moyens de s'affranchir du grand frère soviétique. L'URSS demeure parée du prestige de la patrie des prolétaires, d'où a jailli la lumière d'octobre. Sur de nombreux plans, théoriques aussi bien que structurels, le PCC reste fortement marqué par l'influence du Comintern, dissous en 1943. Dès lors, Mao et ses cadres dirigeants sont bien forcés de tenir compte de l'opinion de Moscou, laquelle est dominée par le pragmatisme. Dans les années 1930, le Kremlin a préféré soutenir les nationalistes, seuls à même d'endiguer l'impérialisme nippon. En 1941, changement de programme. Moscou, soucieux de pacifier ses frontières asiatiques pour se consacrer entièrement à la menace allemande, a conclu un pacte de non-agression avec Tokyo, mettant fin à l'assistance matérielle à Chiang Kai-shek. Pour autant, Staline ne tient pas à ce que la Chine s'effondre sous le coup des Japonais et impose aussi bien à Mao qu'à Chiang la ligne du front uni, menaçant de représailles les uns et les autres quand il leur prendrait l'envie de s'en écarter. Au fur et à mesure que la guerre tourne en faveur des Alliés, Staline se montre même plus ambitieux. Depuis Stalingrad, il se sait indispensable aux Anglo-Saxons. Il n'ignore pas que, comme on le verra, les Américains souhaitent inclure la Chine dans le club très fermé des grandes puissances à qui seront confiées les destinées du monde. L'URSS n'y fait pas obstacle, mais traîne les pieds. Quitte à accepter l'émergence d'un tel État à ses frontières, elle exige des garanties territoriales, notamment l'accès à un port donnant sur les mers chaudes qui baignent l'Asie. Elle convoite également le Xinjiang ou Xinjiang, aux confins de la Chine et de l'Asie centrale, et dont le sous-sol regorge d'or, de pétrole, de tungstène, de manganèse, d'uranium. Dans cette logique, le dictateur géorgien use des communistes chinois, ces communistes de margarine, dira-t-il, comme d'un sachet de poêle à gratter contre Chiang Kai-shek. Ce dernier vient-il à se montrer hostile que Staline soutient aussitôt Mao et les siens pour disputer au Kuomintang le contrôle des masses chinoises. Faut-il à l'inverse apaiser et rassurer le régime de Chongqing, le maître du Kremlin s'emploie aussitôt à immobiliser ses troupes ou à les désavouer lorsqu'elles vont trop loin. Au vrai, Staline a raison de se méfier. Chiang n'a en rien renié son anticommunisme et n'accorde aucune confiance à la Russie qu'il a lâchée en 1941 et continue de commercer avec l'envahisseur nippon. Et il s'imagine bien qu'une fois l'Allemagne vaincue, l'URSS se retournera contre le Japon. Pour prix de cette intervention, que réclamera-t-elle à la Chine ? Aussi le généralissime désapprouve-t-il toute entrée en guerre de Moscou, au risque de fâcher Washington. Non sans justesse, il redoute qu'Occidentaux et Soviétiques ne s'entendent sur le dos de son pays. Ironiquement, Mao nourrit des inquiétudes identiques. La troisième Chine, la Chine occupée. La Chine occupée, depuis 1940, possède un gouvernement fantoche sous la férule d'un ancien ponte de Kuomintang, Wang Xingwei. Ce dernier a beau faire l'objet d'un culte de la personnalité, il ne reste qu'une marionnette qui, en échange de ses bons et loyaux services, n'obtient que des miettes, et encore, fort tardivement. Trop inféodé à l'occupant, trop exploité par lui, incapable de juguler l'inflation, qui atteindra des niveaux plus formidables encore qu'en Chine nationaliste, le régime de Nankin est rongé par une impopularité grandissante. Nombre de ses dirigeants sont assassinés par des résistants locaux ou des assassins mandatés par Chongqing.
Ceux qui survivent font appel au crime organisé pour les protéger, achevant de pourrir leur système politique. Ces règlements de compte ne sauraient masquer un autre fait, à savoir la multiplication, avec les années, des contacts entre le camp nationaliste et celui des collaborateurs de Nankin. Tous deux, qui comprennent des cadres issus du Kuomintang, partagent une haine envers les communistes, de sorte que d'un côté comme de l'autre, on se prend à imaginer un ralliement des armées collaboratrices au généralissime lorsque sonnera l'heure de la défaite japonaise. L'un des plus hauts responsables du régime de Nankin, le ministre des Finances Chu Fohai, pilote secrètement ses approches depuis 1942. Il croit peu en Wang Tingwei. J'ai l'impression que Wang est dominé par sa femme, cerné par ses zélateurs, et qu'il perd graduellement son statut de leader, estime-t-il. Et plus du tout en la victoire japonaise. Chu pousse la défection jusqu'à communiquer des renseignements au gouvernement de Chongqing, dont il protège les agents infiltrés, qui lui servent d'autant de courroies de transmission à destination de Chiang Kai-shek. On le verra même prélever des fonds pour financer certains mouvements de guérilla. Il aurait été impliqué dans l'empoisonnement de son rival Li Shikun, chef des services d'espionnage du régime de Nankin, en septembre 1943. Ce dernier, du reste en mauvais termes avec les Japonais, se révélait trop efficace dans la répression des réseaux implantés par Chongqing et, pis encore, avait noué des contacts avec les communistes. L'élimination de Li Shikun permet à Chu Fohai de devenir le véritable homme fort du régime de Nankin, ce qui lui donne d'exercer une réelle influence sur l'armée. Le gouvernement Wang a beau mobiliser de 600 000 à 1 million de soldats, ces derniers guerroient surtout contre les communistes et fraternisent souvent avec leurs homologues nationalistes. Ils doivent être prudents avec les Japonais, expliquera benoîtement un capitaine nationaliste à un officier américain, mais parfois, quand ils pensent qu'il n'y a aucun danger, ils nous invitent même à dîner. Les dits japonais, cependant, peuvent y trouver leur intérêt. En cette époque de crise militaire, ils cherchent à neutraliser le théâtre d'opérations chinois, ce qui suppose de laisser croire à la Chine qu'un compromis est possible, à la satisfaction de tous les partis. Pour donner le change, Tokyo s'emploie à donner quelque assise au gouvernement Wang, lui rétrocédant un peu tard les concessions territoriales japonaises, lui abandonnant partiellement la gestion de l'économie et la politique de maintien de l'ordre. De même, le régime de Nankin déclare-t-il la guerre aux États-Unis en janvier 1943. Un tel geste est censé attester de l'indépendance de la Chine pro-japonaise et consacre officiellement ce que Tokyo attend des Chinois, à savoir qu'ils rompent avec l'Occident. Grâce à cette offensive de charme, le Japon espère renouer le contact, via ses fantoches de Nankin, avec le régime de Chiang Kai-shek. Ces impulsions de la métropole se heurtent à la réticence des cadres locaux japonais, qui tiennent à conserver intact leur réseau politique et financier ou ne croient guère en l'efficacité des fonctionnaires de Nankin dans l'administration directe du pays. Plus surprenant, plusieurs collaborateurs chinois manifestent pareillement leur opposition pour des motifs généralement similaires. Certains leaders de la collaboration en Chine du Nord, notamment, répugnent à passer sous la coupe du gouvernement de Wang. Sur le plan diplomatique, l'échec est encore plus net, dans la mesure où Chiang, interprétant les approches nippo-nankinoises comme un aveu de faiblesse, refuse de discuter d'un quelconque plan de paix. Au fond, la Chine de la collaboration est trop divisée, trop précaire, trop liée au sort de l'Empire japonais pour constituer une alternative crédible à plus ou moins long terme. Chiang comme Mao l'ont bien compris, eux qui songent à collecter le maximum de dividendes d'une victoire américaine dans le Pacifique. Fait remarquable, tous deux posent simultanément les jalons idéologiques de leur vision de la Chine. Chiang publie son « Destin de la Chine » alors que Mao supervise la rectification du Parti communiste pour amorcer la purification de la société chinoise. Le régime de Nankin ne produit rien, ne conduit rien d'équivalent. Preuve en est que c'est bien à Chongqing et à Yan'an que se joue l'avenir du pays.
du moins pour autant que les États-Unis le veuillent bien. Car pour vaincre les Japonais, leur aide est indispensable. Or, eux aussi ont des plans pour la Chine, tant pour la période de la guerre que pour la paix qui s'annonce. L'ami américain. La Chine dans les plans de guerre et d'après-guerre des États-Unis. Ravitailler la Chine nationaliste est alors l'obsession des États-Unis. Pour des motifs militaires, tout d'abord. La Chine, en effet, aspire une large part de l'effort de guerre nippon. Au premier semestre 1943, l'armée du Soleil levant masse sur ce théâtre 24 divisions et 16 brigades mixtes totalisant 600 000 hommes, plus du tiers de son potentiel militaire. Il est vrai qu'à la même époque, le Japon concentre autant de troupes en Mandchourie et en Corée face à l'URSS, alors que cette dernière se cantonne dans sa neutralité. Il est vrai également que ces constats ne doivent pas s'effectuer à sens unique. L'offensive américaine dans le Pacifique contraint le grand quartier général impérial à dépouiller le théâtre chinois de nombreuses escadrilles et divisions comptant parmi les meilleures de l'Empire. Rappelons que la bataille, la boucherie devrait-on dire, de Guadalcanal a coûté tant de troupes aux Japonais qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'annuler une offensive initialement prévue pour le printemps 1943 et qui aurait dû porter le coup de grâce à la Chine. Le front, par la même occasion, s'est peu à peu calmé à partir du second semestre 1942, au point que, comme le notera exagérément un observateur américain, le jour de Pearl Harbor aux États-Unis équivaut ici au jour de l'armistice. Les pertes officielles des forces nationalistes n'ont cessé de décliner. 340 000 morts en 1940, 145 000 en 1941, 88 000 en 1942, 43 000 en 1943, dont une large part de faim ou de maladie. Parallèlement, les pertes communistes sont passées de 64 000 morts de l'été 1941 à l'été 1942 à 19 000 tués de l'été 1943 à l'été 1944. Les statistiques japonaises seront tout aussi éloquentes. 169 000 tués en Chine de 1937 à 1941, puis 263 000 de 1942 à 1945, dont les 3/4 de maladie, ce qui constitue le tiers des pertes mortelles totales subies face aux Occidentaux. La Chine n'en est pas moins utile aux États-Unis. Rappelons en effet la ligne stratégique du JCS. Vaincre le Japon dans les meilleurs délais, en épargnant le plus grand nombre possible de vies américaines, sans préjudicier à la lutte contre l'Allemagne nazie qui reste l'adversaire principal. En obligeant les Japonais à lui consacrer de larges moyens, la Chine réduit d'autant le prix à payer pour reconquérir le Pacifique. Dès lors, il est essentiel de renforcer et moderniser cet allié dont l'économie de guerre n'est pas autosuffisante. En outre, l'entrée en jeu du super bombardier B-29 amène les stratèges du Pentagone à voir la Chine comme un gigantesque aérodrome d'où partiraient les raids stratégiques contre l'Empire. Impossible en effet d'attendre de l'URSS, qui s'en tient à sa politique de neutralité envers le Japon, d'accueillir l'aviation alliée en Sibérie, sachant que les Américains ne possèdent en 1943 aucune île suffisamment proche de l'archipel nippon pour autoriser l'aller-retour des appareils. En conséquence, au cours de la conférence du Caire, en novembre 1943, Roosevelt sollicite et obtient de Chiang Kai-shek l'autorisation d'ériger des aérodromes sur son territoire. 8 bases aériennes sont donc mises en chantier au cours de l'hiver, 4 en Inde du Nord-Est, 4 en Chine occidentale, près de la ville de Chengdu. L'on fait appel aux petites gens anonymes, dira un correspondant de guerre, pour bâtir ces terrains. 350 000 Chinois et peut-être autant d'Indiens sont mis à contribution. Les conditions de travail sont éprouvantes, car les autorités nationalistes manquent d'équipement et s'appuient sur la force musculaire de la main-d'œuvre sous-payée. Les fermiers expropriés, par ailleurs, ne perçoivent qu'un prix d'achat inférieur à la valeur réelle du terrain pour cause d'inflation. Un historien américain,
rendra hommage à ces travailleurs oubliés. Les coulisses chinois ont fait la preuve des plus belles vertus de leur nation. Pour revenir à la politique américaine, l'intérêt de l'alliance chinoise est ailleurs. On l'a vu, le président Roosevelt songe à l'après-guerre. Il rêve d'un monde pacifié, stabilisé, démocratisé, régenté par une force de police internationale composée des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Union soviétique et de la Chine. Mais pas de la France. Il prévoit que la liquidation des empires coloniaux et de l'ennemi japonais laissera un vide béant en Asie. Il appartiendra désormais aux Chinois d'y assurer le maintien de l'ordre. Ces espoirs sont à la hauteur du potentiel économique et géopolitique de la Chine. Nombre de décideurs américains se rappellent que ce pays possède d'immenses ressources, à commencer par une population d'1 demi-milliard d'âmes. Peut-on vraiment s'offrir le luxe de perdre la Chine au profit du Japon, ou pire, la laisser suivre sa propre voie au point de devenir un nouveau Japon? N'est-il pas préférable, au contraire, de l'aider pour la séduire, de l'assister pour la rendre débitrice? Surtout si l'on considère que la Chine offre le seul véritable marché de l'après-guerre pour l'écoulement des marchandises américaines, comme l'affirme un membre du Congrès des États-Unis en octobre 1943. En cette heure du sanglot de l'homme blanc, honteusement chassé par les Japonais de ses possessions d'Asie du Sud-Est, en cette époque où les Asiatiques appréhendent la notion d'indépendance et où l'URSS fait la preuve de ses colossales capacités militaires et propagandistes, ne vaut-il pas mieux pour l'Amérique avoir la Chine avec elle que contre elle? S'y grève sans doute un facteur émotionnel. Martyrisée par le Japon, la Chine suscite une certaine sympathie chez une grande partie de l'opinion publique américaine. Les différentes visites de Mme Chiang y sont pour beaucoup. Elle sera d'ailleurs la première femme au monde à s'adresser aux deux chambres du Congrès. Le cinéma hollywoodien se fait la caisse de résonance de la compassion américaine, rendant hommage au courage des résistants chinois, en confiant leur rôle à des acteurs occidentaux maquillés pour l'occasion. La Chine nationaliste, une grande puissance? Pour Chiang Kai-shek, les attentes de Roosevelt constituent une occasion inespérée. Du point de vue financier et militaire d'abord, dans la mesure où les Américains fourniront à la Chine nationaliste, dans le cadre du pré-bail de 1941 à 1947, près de 1,602 milliards de dollars d'équipements et de liquidités. Les États-Unis doivent même se contenter d'un taux de change officiel d'$1 pour 20 yuan, alors que le taux réel, celui du marché noir, ne cesse de grimper. $1 vaut 49 yuan en décembre 1942, puis 83 yuan un an plus tard, 540 yuan en décembre 1944 et culminera à 2925 yuan en juillet 1945. Exemple significatif cité par Theodore White. Payer 200 000 $ chinois à 20 contre 1 pour une latrine de base aérienne coûtait officiellement 10 000 $ américains, alors qu'aux États-Unis, le même édicule serait revenu à 500 $. Sur le plan diplomatique ensuite, la Chine nationaliste entend saisir l'occasion de reprendre sa place dans le concert des puissances, récupérer la Mandchourie, Formose, la Mongolie extérieure, renégocier le statut de Hong Kong, annexer les îles Ryukyu au sud de l'archipel nippon. De fait, Chiang remporte plusieurs succès en politique étrangère au cours de l'année 1943. En janvier, il obtient la révocation des privilèges d'extraterritorialité accordés aux Occidentaux. En novembre, il rencontre Roosevelt et Churchill au Caire, ce qui consacre médiatiquement son statut de quatrième grand. Le 1er décembre 1943, la déclaration du Caire lui promet le retour à la Chine de la Mandchourie et de Formose. 16 jours plus tard, Roosevelt promulgue une loi abrogeant les Exclusion Acts qui interdisait non seulement l'immigration, mais aussi la naturalisation des ressortissants chinois aux États-Unis. Mieux encore, la Chine occupera un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. De son rang de leader national chinois, note la journaliste Eve Curie, Chiang Kai-shek essaye de s'élever à celui d'arbitre des affaires asiatiques.
ce qui agace bien du monde, à commencer par les Britanniques. Dans les mois qui avaient suivi Pearl Harbor, ils soutenaient certes la Chine sans réserve, pour endiguer le raz-de-marée japonais d'une part, éventuellement maintenir leurs relations commerciales après la guerre d'autre part. Tout en s'attachant à arrondir les angles avec le régime de Chongqing, Londres s'inquiète de cet allié qui capte une partie de l'aide américaine alors que Chiang ne donne pas l'impression de chercher l'affrontement avec les Japonais. Sans oublier le reste. La Chine nationaliste ne cesse d'afficher son anticolonialisme, manifeste l'ambition de récupérer Hong Kong, se montre hostile au retour de la France en Indochine et semble lorgner le Tibet. Surtout, Churchill et tant d'autres doutent de l'aptitude de la Chine à exercer les fonctions de quatrième policier en Asie, ne la jugent pas suffisamment stable pour mériter le statut de grande puissance. Pour le premier britannique, ce pays n'est qu'un béni oui-oui, fagot vote, un vassal des États-Unis, tout juste capable d'appuyer leur entreprise de démantèlement de l'Empire britannique. Pourtant, chez les Américains eux-mêmes, certaines voix s'élèvent en 1943 contre le régime de Chiang. Non que ces critiques plaident pour l'interruption de l'aide à la Chine, ce qui serait suicidaire, mais elles fustigent les dérives du gouvernement nationaliste, cette clique réactionnaire, écrit Perlmutter. Sa structure à la fois dictatoriale et chaotique, sa corruption, son incompétence. Les leaders de la communauté noire américaine, qui avaient espéré que l'allié chinois, victime du racisme occidental, allait les aider à combattre la ségrégation, en ont été pour leurs frais, puisque Chongqing courtise, via Madame Chiang, les politiciens blancs du Sud, lesquels possèdent davantage d'influence à Washington que les progressistes. Ces protestations, dans leur ensemble, négligent sans doute bien des contraintes qui pèsent dans la politique de Chiang Kai-shek. Elles révèlent en outre une certaine cécité envers les communistes chinois, parés de toutes les vertus, alors que flotte sur eux un parfum de mystère, découlant de la censure nationaliste et du fait qu'à cette date, très peu d'observateurs américains ont réussi à les approcher, sachant que ces mêmes observateurs ont été victimes de la très efficace stratégie de relations publiques du Parti rouge. En réponse, Chiang se contente de bonnes paroles sans renoncer à ses prétentions. Lui et son épouse misent essentiellement sur les politiciens de Washington, non sans marquer des points. En octobre 1942, Madame a littéralement subjugué Wendell Willkie, candidat républicain aux élections présidentielles de 1940, et dont on suppose qu'il reviendra dans la course en 1944. Puisqu'on ne prête qu'aux riches, les rumeurs leur imputeront une liaison passionnée, sans preuve tangible. L'essentiel est ailleurs. En se mettant dans la poche un tel mastodonte de la vie politique américaine, les Chiang espèrent, à l'avenir, obtenir tout ce qu'ils veulent de l'Amérique. À Chongqing aussi, les élections présidentielles de 1944 seront suivies avec attention. Un Américain bien peu tranquille. Joseph Warren Stilwell. Grande puissance la Chine. En dépit des progrès réalisés, beaucoup de chemin reste à faire. Ils ne nous traiteront jamais comme des égaux, déclarait Gandhi à Chiang Kai-shek le 18 février 1942. Ils n'invitent même pas votre pays à participer à leur réunion d'état-major. Si cette carence finira par être corrigée, il n'en est pas moins vrai que le généralissime ne participe pas à la conférence de Téhéran réunissant Roosevelt, Staline et Churchill à la fin de l'année 1943, alors qu'ils sont prises des décisions lourdes de conséquences sur la stratégie mondiale des Alliés. À cette occasion, le président américain se permet même de proposer aux dictateurs soviétiques l'accès au port chinois de Dairen, terminus de la ligne de chemin de fer de Mandchourie méridionale, pour renforcer la présence soviétique dans le Pacifique. Il s'est pourtant gardé de consulter Chiang au préalable. En Chine même, les militaires américains méprisent leurs frères d'armes jaunes, jugés incompétents et indignes de confiance. Chiang, d'ailleurs, encaisse bien des affronts.
À sa demande, ce qui ne manque pas d'étonner quand on connaît son nationalisme, il s'est vu adjoindre un chef d'état-major non pas chinois, mais américain, le général Joseph Stilwell, l'un des rares officiers américains à avoir arpenté la Chine, et mieux encore, à parler le mandarin. L'intéressé exerce des prérogatives dignes d'un proconsul. Outre d'être chef d'état-major de Chiang, il commande à toutes les forces militaires américaines en Chine et contrôle l'acheminement de l'aide militaire au régime de Chongqing. Mais il paie cher le mode de gouvernance au président Roosevelt, dans lequel les chaînes de commandement se superposent davantage qu'elles se hiérarchisent. Il lui faut notamment cohabiter avec le général Claire Chennault, aviateur prestigieux, chef des célèbres Tigres volants, ces pilotes américains partis combattre les Japonais en Chine avant Pearl Harbor, rebaptisés depuis 14e Force aérienne. Leur entente est d'autant plus difficile que ce dernier, horreur, ne croit qu'aux vertus de l'aéronef. Pis encore, Stilwell, à la différence de Chennault, se brouille très vite avec le généralissime. La personnalité pétardière du général américain y est certes pour beaucoup. C'était un technicien militaire et un patriote, dira le journaliste Theodore White, jeté sans préparation dans une carrière politique où personne n'avait encore défini les problèmes et où toutes les décisions étaient imprévisibles. L'homme est intègre, dévoué, généreux, rigoureux, inflexible, mais aussi misanthrope, colérique, irascible, rancunier, arrogant, vaniteux, méprisant, au point d'hériter du surnom de Vinegar Joe, Joe Vinaigre. Entre Chiang et Stilwell, le courant ne passe pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Il me dégoûte, je le méprise. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui, confie le premier à son journal. Le second le lui rend bien. Notre problème en Chine est simple, nous sommes alliés à un paysan, un fils de pute, ignorant, illettré et superstitieux. Ce n'est pas qu'une affaire de personnalité. Sans lui dénier ses talents, Chiang reproche à Stilwell, non sans justesse, d'avoir conduit au désastre les troupes chinoises mises à sa disposition lors de la retraite de Birmanie en 1942. Stilwell, pour sa part, s'arrache les cheveux devant l'incurie du régime de Chongqing qui tient en quelques mots corruption, négligence, chaos, impôts, différence entre les paroles et les actes, accaparement, marché noir, échanges commerciaux avec l'ennemi. Le tout à l'origine d'un vaste détournement du pré-bail. Pour lui, Chiang s'avère aussi malfaisant que stupide, au point d'écoper du surnom de « cacahuète », en référence à la taille de son cerveau. Stilwell, malgré sa lucidité nourrie par une longue présence en Chine, n'a pas compris, ne comprendra jamais l'ampleur et la nature des contraintes pesant sur le généralissime, aggravées par l'invasion japonaise de 1937. Trop manichéen pour déceler les subtilités du jeu politique, trop arrogant pour surmonter son ressentiment, il se laisse aller à des comparaisons aussi superficielles que malheureuses, allant jusqu'à assimiler la Chine nationaliste au système nazi. Comme le déplorera le général Marshall, Joe Vinaigre a beau être un splendide combattant, il ruinera ses talents par son attitude ouvertement critique envers l'allié chinois. Incompréhension des alliés. Cette absence de confiance mutuelle génère maint malentendu. Ainsi, l'Américain accusera-t-il souvent Chiang de lâcheté envers les Japonais. Les Chinois étaient dominés par l'idée que les Japs leur étaient tellement supérieurs par l'entraînement, l'armement et l'équipement qu'il était impossible de les attaquer. C'est mésestimer l'esprit offensif de Chiang, qui a d'ailleurs été le seul à battre l'armée japonaise en race campagne à Changsha dans les jours qui ont suivi Pearl Harbor. En vérité, cette mésentente découle d'une appréciation différente de la guerre entre les deux alliés. Joe Vinaigre, lui, raisonne en général américain. Il veut prendre l'offensive le plus tôt possible pour soulager l'effort de ses compatriotes dans le Pacifique. À ses yeux, les États-Unis doivent affronter l'armée japonaise sur le continent chinois. Tout au long du conflit, il nourrira l'ambition de faire marcher ses troupes à travers la Chine méridionale jusqu'à sa façade maritime, plus précisément Canton ou Hong Kong,
pour tendre la main à une armée amphibie américaine venue du Pacifique. De la sorte, le Japon serait coupé de ses possessions d'Asie du Sud-Est et il n'y aurait plus qu'à libérer la Chine septentrionale. Au final, comme l'écrira Theodore White, Stilwell ferait des armées chinoises l'enclume continentale sur laquelle le marteau de l'armée des États-Unis viendrait fracasser le Japon. Pareil projet, qui s'inscrit dans les esquisses stratégiques du JCS, ne tient aucun compte des réalités. Il est vrai que Stilwell, de l'aveu d'un de ses collègues britanniques, le général William Slim, manque de réflexion stratégique. En digne général de l'armée de terre, il néglige la composante maritime et aérienne indispensable au succès de ses plans. Enfin, considérant n'être jamais aussi bien servi que par lui-même, il peine à déléguer, se dépense donc sans compter, quitte à vouloir conduire en personne certaines des opérations qu'il projette, ce qui l'empêche d'avoir une vision claire de la guerre à l'échelle du continent. Le généralissime, lui, a beaucoup trop perdu ces dernières années. Comme Staline, il redoute d'être le dindon de la farce, à savoir que les Alliés ne l'exploitent pour vaincre l'Axe à moindre frais, puis s'entendent avec l'ennemi dans son dos. Non seulement la Chine s'est longtemps battue seule contre le Japon, mais moult initiatives alliées ont eu pour effet de verser à profusion le sang chinois. Alors que 25 000 soldats nationalistes disparaissaient en Birmanie pour aider les Britanniques, le raid des bombardiers américains du général Doolittle sur Tokyo, le 18 avril 1942, a poussé les Japonais à perpétrer, en représailles, d'abominables massacres parmi la population chinoise. Pour Chiang, plus question d'être inclus dans la liste des dommages collatéraux de la stratégie alliée. Dorénavant, il ne s'engagera plus sans garantie de soutien anglo-saxon et négociera chèrement sa participation à la victoire. Cette prudence exaspère Stilwell, qu'il attribue à la mentalité chinoise, taoïste au fond du cœur, c'est-à-dire encline à la non-résistance aux forces extérieures. Pourtant, il a foi dans le soldat chinois, l'exemple qui symbolise le mieux la grandeur du peuple chinois, son courage indomptable, son loyalisme, son abnégation, l'honnêteté de ses intentions, sa farouche persévérance. Stilwell entend lui injecter une bonne dose de dynamisme américain. Les Chinois n'avaient aucune confiance en eux-mêmes, prétendra-t-il. C'est nous qui avons commencé à la leur donner. Son intention, exposée lors de la conférence du Caire en novembre 1943, est de former et d'équiper par les Américains 90 divisions chinoises. Avec l'accord de Chiang, il accorde sa priorité aux troupes ayant survécu au désastre de Birmanie. Une partie d'entre elles, réfugiées en Inde, formeront le noyau de la force X pour regrouper plus de 50 000 hommes. Une autre partie du corps expéditionnaire de Chiang, rejetée dans la province chinoise de Yunnan, à la frontière du pays avec la Birmanie, est prise en charge par les Américains pour devenir une armée de 31 divisions, soit 350 000 hommes, la force Y. Stilwell destine ses formations à la reconquête de la Birmanie. À ses yeux, une telle opération est indispensable si l'on veut aider la Chine non seulement à tenir, mais encore à contre-attaquer. La Birmanie, passage obligé de l'aide à la Chine. Survoler l'Himalaya, un chemin de croix. En 1943, la Chine nationaliste est quasiment coupée du monde, sans parler de celle des communistes. L'URSS, neutre, ne cherche pas à déplaire au Japon et a mis un terme à sa politique d'assistance militaire en 1941. Impossible, en outre, de ravitailler le régime de Chongqing par voie maritime, dans la mesure où les Japonais occupent les côtes et l'Indochine. Restait la voie terrestre, accessible uniquement par la Birmanie. Une ligne de chemin de fer reliait le port de Rangoon à Lashio, au nord du pays, d'où partait la célèbre route de Birmanie qui aboutissait à la ville chinoise de Kunming. Mais cette voie a été coupée par les Japonais au printemps 1942. Et il n'y a rien à attendre des Tibétains qui refusent d'aider les Alliés à bâtir une route à travers l'Himalaya. Les Alliés n'ont d'autre choix, sur le moment, que de faire transiter l'aide à la Chine par la voie des airs.
c'est-à-dire, géographie oblige, au-dessus de l'Himalaya, rebaptisé la Bosse, Hump. En 1942, Roosevelt a promis de livrer chaque mois 5000 tonnes de marchandises par avion. Le temps de rassembler appareils et pilotes et de bâtir dans le nord-est de l'Inde les aérodromes requis, le démarrage est certes médiocre, puisque 1571 tonnes seront finalement transportées jusqu'en Chine pour toute l'année 1942. En revanche, 194 000 tonnes suivront en 1943 et 1944. L'entreprise, pour les pilotes et les passagers, est des plus périlleuses, car il faut endurer des turbulences à répétition, évoluer dans une visibilité médiocre, supporter le manque d'oxygène, mais aussi échapper aux patrouilles de l'aviation japonaise. L'opération, de 1942 à 1945, coûtera 514 avions et 1500 pilotes et techniciens tués. L'exploit est à la hauteur du courage et des moyens développés. Alors que le tonnage exigé avait grimpé à 10 000 tonnes par mois à la fin de 1943, il dépassera largement les 40 000 tonnes mensuelles en 1945. L'expérience acquise sera profitable lorsqu'il s'agira, entre autres, d'organiser un nouveau pont aérien pour ravitailler Berlin en 1948. Mais pour l'heure, le résultat obtenu est loin, très loin même, de combler les besoins de l'allié chinois. En vérité, l'aide colossale apportée par les États-Unis, telle qu'elle a été évoquée plus haut, n'enflera qu'en 1945. De 1941 à 1944, l'assistance américaine ne dépassera pas, pour ses motifs logistiques, l'équivalent de 280 millions de dollars. Des 1394 avions livrés à la Chine par les Américains pendant la guerre, 832 seulement seront livrés jusqu'au second semestre 1944. Pour finir sur cet exemple, le matériel dévolu à la force X n'atteindra, au début de 1944, qu'un dixième de ce qui était initialement prévu. Précisons que l'essentiel de cette aide, 98% pour être plus précis, sera alloué aux forces aériennes américaines basées en Chine pour bombarder le Japon. Hors forces X et Y, les armées chinoises ne recevront des Américains de mi-1942 à septembre 1944 que 351 mitraillettes et mitrailleuses, 96 obusiers de montagne, 618 fusils anti-chars, 28 canons anti-chars et 50 millions de cartouches. Survoler la Bosse ne suffit donc pas. Comme l'a exposé le général Marshall dès le 25 août 1942, rouvrir la route de Birmanie est le meilleur moyen de maintenir la Chine dans la guerre. Un cauchemar logistique. Lord Mountbatten. Rouvrir la route de la Birmanie. Facile à dire. La géographie parle d'elle-même. D'une superficie de 680 000 km², ce qui inclut la France et la Belgique, la Birmanie s'étire entre l'Inde à l'ouest, sur 1600 km, et la Chine au nord et au nord-est, sur une égale distance. Le terrain est difficile d'accès. Les zones frontalières sont couvertes de montagnes. La côte birmane, sur le golfe du Bengale, est elle-même longée par une chaîne montagneuse, l'Arakan. 2 gigantesques fleuves coupent le pays du nord au sud, l'Irrawaddy et son affluent, le Shinwind, sur le versant occidental, et le Salween sur son versant oriental jusqu'à la Chine. Le climat ajoute un sérieux facteur de complication. De mai-juin à octobre-novembre, la mousson s'abat sur le territoire, plus particulièrement au sud, suivi de la saison sèche, puis de la saison chaude, à l'origine d'une chaleur insupportable dans la plaine centrale qu'encadrent les 2 fleuves. Le pire est ailleurs, plus précisément dans la logistique. La ligne de front, figée depuis l'été 1942, s'étend sur près de 1200 km depuis le golfe du Bengale à travers l'Arakan jusqu'à l'Assam, qui s'étend au nord-est de la frontière indo-birmane. Il fallait avancer à travers des étendues coupées de chaînes de montagnes abruptes, de plus de 3000 mètres d'altitude, à travers d'épaisses forêts tropicales, des jungles insalubres qui séparent la Birmanie de l'Assam et les côtes de l'Arakan du golfe de Bengale, résumera le commandant Gabriel Bonnet.
Le haut commandement britannique n'avait pas envisagé d'avoir à s'y battre. Aux yeux des colonisateurs, l'Assam, c'était surtout le royaume de la chasse aux tigres. Si bien que ce théâtre d'opération est des plus mal desservis. Après avoir franchi plus de 20 000 kilomètres depuis la Grande-Bretagne ou les États-Unis, le personnel et l'équipement doivent encore être acheminés à travers l'actuel Bangladesh jusqu'aux bases de la Bosse ou sur le front lui-même. Or, rapportera le général Marshall, les communications entre le port de Calcutta et l'Assam se bordaient à une ligne de chemin de fer dont la voie passait de l'écartement normal à un écartement d'1 mètre et qui devait franchir le Brahmapoutre, fleuve qui sépare l'Assam du reste de l'Inde, en ferry-boat, parce que les crues de la mousson rendaient impossible l'établissement de ponts. Nulle part sur la frontière indo-birmane n'existe un passage commode de l'ouest à l'est. La jungle qui couvre la barrière des premiers contreforts de l'Himalaya est infestée par la malaria, la dysenterie aiguë et le typhus à l'état endémique. Des investissements considérables sont réalisés pour améliorer les infrastructures et la défense de l'Inde. La Grande-Bretagne y engloutit des sommes colossales, de 40 millions de livres sterling en 1940-1941. Cette charge financière s'alourdit jusqu'à 150 millions de livres en 1941-1942, puis à 270 millions en 1942-1943. Les Américains mettent également la main à la pâte, les Indiens, au nombre de 350 millions, fournissent la main-d'œuvre. On accroît la capacité des ports de Karachi, Bombay et surtout Calcutta dans le Bengale. Dans l'intérieur des terres, essentiellement le nord-est de l'Inde, à savoir le Bengale et l'Assam, 1 million de coolies sont mobilisés à partir de 1942 pour bâtir 200 aérodromes. 130 hôpitaux sont pareillement érigés, sans parler des dépôts innombrables. Les ports et les bases ne sont pas tout. L'important est de les connecter. De Calcutta à Dimapur, centre névralgique du dispositif militaire britannique faisant face aux Japonais dans l'Assam, l'unique ligne de chemin de fer reliant les deux villes totalise près de 1000 kilomètres inégalement desservis. Il faut rouler 300 kilomètres de plus pour rejoindre, de Dimapur, la base américaine de Ledo, nichée aux confins septentrionaux de l'Inde, et d'où décollent les avions qui ravitaillent la Chine au-dessus de la Bosse. Plus à l'est de Calcutta, une voie ferrée de faible capacité, une seule ligne soumise à un écartement d'1 mètre, raccorde le port de Chittagong à Dimapur et Ledo, mais les bombardiers et les sous-marins japonais posent un risque trop grand au trafic maritime. Les grands travaux menés par les Alliés finissent tout de même par payer, dans la mesure où, en janvier 1944, le nouveau réseau de communication de l'Assam autorise l'approvisionnement de 450 000 hommes et 15 000 animaux. La Birmanie fait peur. Ces différentes contraintes, logistiques et politiques, conduisent à l'embourbement de la stratégie alliée. Chiang Kai-shek milite pour une réouverture de la route de Birmanie. À ce titre, les Américains, et en premier lieu Stilwell, favorisent une campagne dans le nord du pays. Ils comptent y bâtir un embranchement entre leur base de Ledo, en Assam, et la route de Birmanie au nord de Lashio. De la sorte, la Chine serait reliée à l'Inde, donc au monde, sans avoir à reconquérir la totalité du territoire birman. L'idée épouvante les Britanniques. « On ne pouvait choisir pire endroit pour combattre les Japonais », écrira Churchill. La construction d'une route entre l'Edo et la Chine représentait une tâche gigantesque qui ne serait sans doute achevée qu'au moment où l'on n'en aurait plus besoin. En d'autres termes, une entreprise pire qu'ardue et onéreuse, inutile. Car au fond, la Birmanie ne l'intéresse que peu. Y affronter les Japonais reviendrait, selon sa propre expression, à dévorer un porc-épic épine par épine. Les faits semblent lui donner raison. Une offensive britannique conduite dans l'Arakan au cours de l'hiver 1942-1943 a tourné au désastre, de quoi glacer les plus belliqueux. Mais le premier Britannique n'oublie pas ces deux impératifs, éviter de froisser les Américains,
tout en reprenant pied le plus tôt possible dans les colonies d'Extrême-Orient. Aussi se met-il à parler d'offensive, à ceci près qu'il dédaigne la Birmanie pour privilégier un débarquement à Sumatra, à l'extrémité occidentale des Indes néerlandaises. De la sorte, les Alliés se rapprocheraient de Singapour et menaceraient de couper le Japon de ses voies d'approvisionnement avec l'Asie du Sud-Est. Consternation des officiers. Où trouver les navires et les effectifs disponibles ? Ils préféreraient se cantonner à une stratégie défensive en Extrême-Orient tant que l'Allemagne, l'ennemi principal, n'aura pas été abattue. Churchill ne lâche pas prise, se comportant comme un enfant gâté acharné à réclamer un jouet aperçu dans un magasin en dépit des remontrances de ses parents, fulmine le général Alan Brooke. Le vieux lion ne fait pourtant que tenir compte du peu de désir de ces mêmes généraux et amiraux de libérer la Birmanie. Les Américains, eux, ne sont pas dupes. À l'évidence, leur allié ne songe qu'à reprendre ses colonies. Bref, toute l'année 1943 se perd en palabres d'état-major. Enfin presque. Au mois de février 1943, le général britannique Ord Wingate accomplit un coup d'éclat avec l'accord de Churchill. À la tête de 3000 hommes, aussi bien britanniques qu'indiens, il s'achemine discrètement à travers la jungle sur les arrières des Japonais, en plein territoire birman, pour s'attaquer à leurs lignes de communication. Comme la mobilité et un bon ravitaillement constituent les clés du succès, cette formation a été entraînée à évoluer dans la jungle, s'est dotée d'un armement léger, sans oublier le matériel de transmission et l'appareil sanitaire, recrute des guides indiens et birmans, s'assure une liaison constante avec la RAF. En 3 mois, nos aventuriers accomplissent des prouesses, multiplient les sabotages. Mais, en allant toujours plus à l'ouest, ils s'éloignent du rayon d'action de la RAF et se retrouvent à découvert dans la plaine centrale de Birmanie, ce qui les expose aux contre-attaques japonaises. De justesse, ils se sauvent en Inde en mai 1943, un tiers d'entre eux ayant été tués ou blessés, les autres étant si faméliques qu'ils sont hors d'état de combattre. Plusieurs généraux britanniques ne cachent pas leur colère. À quoi bon lancer une telle opération si elle n'était accompagnée d'une attaque de grande envergure ? Peut-on se payer le luxe de sacrifier un tel nombre d'hommes alors que l'armée des Indes se contente déjà de la portion congrue pour cause d'Allemagne d'abord ? Aussi cher payée soit-elle, l'expérience n'est pas dépourvue d'enseignements. Premièrement, Wingate a prouvé que les forces du Commonwealth, bien entraînées et correctement approvisionnées, n'avaient rien à craindre de la jungle. Deuxièmement, les Britanniques ont appris à maîtriser les liaisons solaires en territoire hostile. Troisièmement, ils ont amélioré leur connaissance topographique du dit terrain. Bref, Wingate a prouvé que les Alliés pouvaient se battre en Birmanie. C'est sur ce plan médiatique que le succès est incontestable. Cette campagne, écrira l'historien Louis Allen, avait du panache, du glamour, du culot, c'est-à-dire tout ce qui manquait aux fiascos successifs rencontrés dans l'Arakan. Porté au nu par la presse britannique, Wingate et ses hommes se voient décerner un patronyme à la hauteur de cette glorieuse réputation. Les Shindy, du nom de ces animaux mythiques de Birmanie, mi-lion, mi-griffon. Politiquement, leur exploit offre à Churchill l'occasion de montrer à ses alliés que non, la Grande-Bretagne n'entend pas rester inactive en Asie du Sud-Est, quoiqu'elle tarde à enrayer la famine qui martyrise le Bengale. Relier l'Inde à la Chine via le nord de la Birmanie. Entre alliés, la mésentente est réelle. Elle va jusqu'à les empêcher de mettre au point une propagande cohérente et de réaliser en commun un film documentaire consacré au front birman. Pour calmer le jeu, ils conviennent d'instaurer un commandement pour l'Asie du Sud-Est, Southeastern Asia Command, en abrégé SEAC, dont la direction est confiée, diplomatie oblige, à un Britannique, l'amiral Lord Louis Mountbatten. On ne pouvait pas mieux choisir. Personnalité étincelante, énergique, séduisante, parée du prestige attaché à son appartenance à la famille royale,
C'est un arrière-petit-fils de la reine Victoria. Mountbatten a fait la guerre. Commandant de destroyer, il a vu son navire couler en 1941, avant de participer à la réalisation de plusieurs raids amphibies sur l'Europe occupée et aux préparatifs du débarquement proprement dit. Débordant d'énergie, jamais à court d'idées, l'homme présente le dernier mérite de s'entendre à merveille avec les stratèges du JCS américain, y compris et surtout le très anglophobe amiral King. Une fois en Inde, l'amiral se démène, mais découvre qu'il a fort à faire. D'abord parce qu'il doit marier les contraires. Rouvrir la voie d'approvisionnement vers la Chine, dixit Washington, tout en permettant aux Britanniques de recouvrer leurs biens, dixit Londres, ce qui irrite les Américains présents sur place, lesquels détournent l'acronyme SEAC en Save England's Asian Colonies, sauver les colonies anglaises en Asie. Ensuite, parce que son propre statut est équivoque. La juridiction du dit SEAC s'étend en fait à des territoires que les Alliés ne contrôlent pas encore. Rien de précis n'a été fixé s'agissant de l'Indochine, dont nul ne sait véritablement si elle relève de la compétence de Chiang Kai-shek ou de celle du commandant suprême. Enfin, parce que les adversaires ne manquent pas. Stilwell n'entend pas s'effacer derrière celui qu'il prend pour une vedette de cinéma. Chiang Kai-shek vend chèrement son alliance et quantité de généraux britanniques affectés aux Indes sont enclins à prendre de haut ce jeune homme venu de métropole. On ne s'en étonnera pas, mais les choses n'avancent guère. Un à un, les projets de contre-offensive en Extrême-Orient passent à la trappe. Chiang, désormais prudent, exige des alliés un effort substantiel, réclame des opérations amphibies d'envergure contre la Birmanie. Mais les navires sont indisponibles, car réservés à la libération prochaine de la France, si bien que le généralissime se braque. Stilwell achève d'électriser l'atmosphère au sein des états-majors alliés par ses mouvements d'humeur et sa tendance à agir comme bon lui semble sans consulter personne. Je dois reconnaître que ce boulot suffit à me faire grisonner le peu de cheveux qui me restent, déplore Mountbatten dans son journal. Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce pouvait être difficile, et ceux qui m'envient ma place, s'il y en a, doivent être complètement fêlés. Compte tenu de ces dissensions et des moyens alloués, la stratégie alliée accouche tout de même d'un compromis. Reconquérir le sommet du losange birman pour que la route du Ledo, qui progresse à environ 1,5 km par jour, croise le tronçon septentrional de la route de Birmanie, ce qui joindrait enfin l'Inde à la Chine. En décembre 1943, la Force X, 2 divisions, 33 000 hommes, assistée d'une formation américaine de 3 000 soldats, la 5307e unité du général Frank Merrill entame, à partir de Ledo, un périple de 300 km à travers les montagnes, la jungle, les marécages, et accessoirement la 18e division japonaise pour s'emparer de Myitkyina. Car qui tient cette ville contrôle le nord de la Birmanie. Délaissant provisoirement ses fonctions à Chine même, Joe Vinaigre a pris la tête de cette expédition. Les rosebifs, comme il les appelle, ne croient guère à son succès, ni à son intérêt. À quoi bon s'acharner contre les éléments et contre les Japonais à creuser une telle route, au vu de la vitesse à laquelle les Américains se rapprochent du Japon dans le Pacifique? Or, les Américains en attendent précisément beaucoup. Lorsque Stilwell part en campagne, le JCS envisage encore de diriger la reconquête du Pacifique vers le triangle Luçon-Formose-côte chinoise pour, de là, sauter à la gorge de l'archipel nippon. Comme l'appui de l'armée chinoise est tenu pour indispensable, il est essentiel que Myitkyina tombe vite. Les Britanniques, bon gré mal gré, n'en soutiennent pas moins l'effort de Joe Vinaigre en lançant leur propre offensive dans l'Arakan en décembre 1943, qui leur permet de gagner du terrain vers le port d'Akia. Il prévoit aussi de lâcher 12 000 Shindits au sud-ouest de Myitkyina, sur les arrières de la 18e division japonaise, pour paralyser son ravitaillement et, de la sorte, faciliter l'avancée de Stilwell. Ce n'est pas là le seul objectif de Thursday. Devant le réveil du front birman, les Britanniques s'imaginent bien que les Japonais ne resteront pas l'arme au pied.
Ils s'attendent même à ce que ces derniers prennent l'offensive contre l'Inde à partir de la Birmanie centrale. Ils comptent sur les Shindites pour qu'ils désorganisent cette attaque. Ces derniers décollent donc le 5 mars 1944. Mais ils n'ont pas le temps de se préparer que, 3 jours plus tard, cette attaque japonaise si attendue et si redoutée à la fois se déclenche enfin, et s'avère plus redoutable encore qu'on ne le prévoyait. Chapitre 9. Si vos mains sont brisées, luttez avec vos pieds. Les défaites répétées de l'appareil militaire japonais dans le Pacifique n'ont pas entamé sa prédilection pour l'offensive. La marine cherche alors à infliger à l'US Navy une défaite décisive au cœur du grand océan. L'armée de terre, elle, compte empêcher les Américains de transformer la Chine en immense plaque tournante pour leur raid stratégique. Dans cette logique, elle projette 2 grandes opérations sur le continent asiatique. La première, baptisée Hugo, opération C, vise à attaquer l'Inde du Nord-Est à partir de la Birmanie, de manière à bouleverser le périmètre allié dans cette région. La seconde, Ichigo, opération 1, encore plus ambitieuse, prévoit de s'emparer des bases aériennes que les Américains font bâtir en Chine. De cette manière, le Japon sera préservé des bombardements. Quant à la Chine, non seulement restera-t-elle isolée, mais encore aura-t-elle subi une hémorragie supplémentaire. L'on ne saurait exclure chez les dirigeants impériaux une finalité politique à cette double offensive. Rappelons que depuis l'automne 1943, Tokyo a entamé des pourparlers avec le Kuomintang par l'intermédiaire du régime fantoche de Nankin. Si ces négociations aboutissent, l'on espère à terme parvenir à un arrangement avec les anglo-saxons. Au demeurant, l'impact d'une victoire japonaise tant aux Indes qu'en Chine serait dévastateur sur les Alliés, à une époque où ils ne viennent que de débuter leur contre-offensive dans le Pacifique et où ils n'ont pas encore sérieusement entamé la forteresse Europe. Si certains décideurs de Tokyo conservent une vue d'ensemble, il n'en est pas de même chez les états-majors. Chacune des 2 grandes opérations est conçue séparément, sans réelle coordination. Ainsi, là où Ichigo résulte d'une initiative de l'état-major de l'armée de terre, rapidement approuvée par les forces expéditionnaires en Chine et le quartier général impérial, Hugo ne devient exécutoire qu'à la suite des efforts inlassables d'un général particulièrement agressif qui se morfond en Birmanie. Les plans japonais en Birmanie, vaincre l'armée des Indes en 3 semaines. Un général japonais souhaite marcher sur l'Inde. Et Ichigo, commandant en chef de la 15e armée japonaise stationnée en Birmanie, le général Mutaguchi Renya fait incontestablement partie de ces traîneurs de sabre qui jalonnent l'histoire des grands désastres militaires ou des victoires les plus improbables. N'obéissant qu'à son instinct, doté d'un charisme peu commun et d'une énergie à toute épreuve, l'homme voue une passion égale à la bonne chère, à l'alcool, aux femmes et à la guerre. Affecté en Birmanie, ce fauve n'a rien perdu de ses appétits. J'ai déclenché l'incident du pont Marco Polo, qui a conduit à l'incident chinois, titre officiel de la guerre de Chine, avant de s'amplifier jusqu'à devenir la guerre de la Grande Asie orientale. Si je poussais vers l'Inde par mes propres efforts et pouvais peser de manière décisive sur le déroulement de la guerre de la Grande Asie orientale, moi, qui en suis à l'origine, je trouverais honneur aux yeux de la nation. Au-delà de cette ambition, Mutaguchi nourrit des inquiétudes bien légitimes. Les incursions des Shindites, en 1943, l'ont convaincu que le théâtre de Birmanie centrale et septentrionale n'était pas impropre à la conduite d'opérations de grande ampleur, malgré les montagnes, la jungle, la pluie et les cours d'eau sans nombre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.